Bonjour à tous. Lors de ma précédente intervention, nous avions vu les termes politiques. D'abord, on se souvient que nous sommes tous concernés par le politique du fait que l'homme est un animal naturellement politique, et aussi du fait que ce champ d'action, à l'origine exclusivement public, tendait à s'intéresser de plus en plus au domaine privé. Nous avons vu ensuite comment les sociétés organisées se dotaient de régimes politiques ou s'élaborait une constitution. Nous avons vu les trois régimes politiques traditionnels définis par Hérodote: monarchie, oligarchie, démocratie, et pris conscience que leurs formes étaient floues et surtout une expression philosophique spécifique du monde. Finalement, et ceci est probablement l'élément le plus important, comment ces régimes souvent mixtes pouvaient se légitimer par la mise en œuvre du bien commun qui était, somme toute, l'expression publique de la morale étant le véritable enjeu du politique, plus que les intérêts matériels. Aujourd'hui, nous allons aborder les régimes classiques. Dans cet exposé, nous allons tenter de définir les régimes classiques. Pour cela, nous aborderons ces aspects philosophiques que sont 1. L'hétéronomie et 2. La vision de l'homme déchu. Mais le cœur de notre sujet sera 3. L'autorité, 4. L'analogie organique et pour finir 5. La société d'ordre. Les régimes classiques sont les régimes qui organisèrent les sociétés depuis le début des cités antiques, c'est-à-dire à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et qui, à travers des variations infinies, se sont prolongés jusqu'au temps moderne. Ces institutions sont parfois désignées sous le terme général d'ancien régime. Alors que les propositions politiques classiques ne visent pas à l'universalisme, à la différence des régimes modernes, les régimes classiques, toutefois, opèrent sur des principes qui présentent beaucoup de ressemblances à travers l'espace et le temps. Nous allons donc tenter de percevoir l'origine de cet universalisme classique. Le principe philosophique de base des régimes classiques est l'hétéronomie, qui vient du grec hétéro, différent, et nomos, la loi. L'hétéronomie est donc la conception selon laquelle l'humain fait partie d'un tout naturel. Cette totalité cosmique est réglée par des lois naturelles et mécaniques qui préexistent à l'humain et qui lui sont différentes et surtout, donc différentes hétéro, et surtout supérieures à la volonté humaine. L'humain n'a pas créé cette nature, cette partie du cosmos, pas plus qu'il ne s'est créé lui-même. Et, en toute logique, cette création a un créateur supérieur à lui. Lorsque, philosophiquement, les humains en société reconnaissent qu'il existe une loi naturelle à l'origine de leur existence, dont dépend toute chose et que leurs lois civiles doivent être réglées sur cette loi naturelle, la cité est dite de droit naturel classique. Nous avions vu à la précédente conférence un texte de Cicéron que je vous relis. Cicéron, juriste romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son livre De Republica, livre 3, chapitre 17, nous explique dans une langue magistrale. Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende, ses paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni réduite en quelques parties, ni abrogée tout entière. Et ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre dans Rome, autre dans Athènes. Elle ne sera pas autre demain qu'aujourd'hui. Mais dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une éternelle, impérissable. Et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même, donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul, sans subir les plus dures expiations. Eût-il évité d'ailleurs tout ce qu'on appelle supplice. Les régimes classiques reposent en quelque sorte politiquement sur une vision écologique, car la nature est la norme des lois humaines et l'action humaine doit s'inscrire dans le contexte naturel sans exprimer d'opposition. Lorsque la société conçoit que la création a un créateur, la cité est dite de droit divin.
Les tenants des régimes modernes ont raconté tellement de contre-vérités sur la notion de droit divin qu'il est important probablement d'en apporter la définition. Le sociologue Marcel Gauchet, qui fut d'abord marxiste avant de devenir libéral, né en 1946, dans son livre Le religieux après la religion de 2004, nous dit « La religion est, au sens le plus fort du terme, un fait d'institution, un parti pris et social, un parti pris humain et social de l'hétéronomie. » Louis de Bonald, théoricien de la contre-révolution, dans son ouvrage de 1830 « Réflexions sur la Révolution de Juillet », avait prévenu « Nous ne voyons le droit divin que dans la conformité des lois sociales aux lois naturelles dont Dieu est l'auteur. Les gouvernements sont de droit divin lorsqu'ils sont conformes aux lois naturelles de l'ordre social, dont le suprême législateur est l'auteur et le conservateur. Et les imposteurs qui disent, et les sots qui répètent, que nous, les monarchistes, croyons telle ou telle famille, tel ou tel homme visiblement désigné par la Providence pour régner sur un peuple, nous prêtent gratuitement une absurdité pour avoir le facile mérite de la combattre. Le procédé n'est pas nouveau. On le comprend maintenant, le droit divin n'a rien à voir avec les prédictions astrologiques au sujet d'un futur chef d'État, ou pire, sur la divinité du monarque, comme j'ai pu le lire dans des manuels scolaires, mais relève de la philosophie du droit constitutionnel. Quoi qu'en disent ces manuels scolaires français et les mauvais journalistes qui glosent au sujet du droit divin et autres sottiles, tels le droit de cuissage par exemple, forgé de toutes pièces par Beaumarchais pour pouvoir s'en moquer. C'est ce droit divin que l'on retrouve dans la devise du Royaume-Uni, inscrite sur le phylactère placé sous le blason. Dieu est mon droit. La formule d'origine en vieux normand était Dieu est mon droit, mais le sens en est rétabli dès le XVIe siècle. Nous avions vu dans la première conférence que l'une des premières fonctions des monarques était symbolique et rituelle. C'est précisément cette notion juridique de droit divin que la fonction symbolique du monarque est censée remplir. Car les rois ont peut-être comme modèle organisationnel le père d'une famille large, mais ils ont surtout comme modèle politique celui de Dieu. Les rois siègent sur leur trône, entourés d'une cour, à l'image du Dieu des dieux, représenté traditionnellement siégeant et entouré d'une cour céleste. Le roi est au pire doté d'un charisme divin, d'une sacralité. Au mieux, il est comme en France, le lieutenant de Dieu dans son royaume. En Chine, le fils du ciel qui reçoit un mandat du ciel. Le pharaon est l'incarnation de Maat, fille de Ré, dieu du soleil. Le Mikado japonais et l'Inca des Andes sont fils du soleil. Le roi est un axis mundi, un axe du monde, transtemporel par sa généalogie qui réalise le lien entre la terre et les cieux. D'où l'importance des rites de type cosmique, religieux, sacrificiel ou thaumaturgique qui entourent les rois. Les pharaons, les empereurs de Chine, ceux du Japon, de Rome président les rites, ce dernier ayant gardé le titre de grand pontife. Les rois de Lombardie, par exemple, portaient un anneau de fer météorique plaqué à l'intérieur de la couronne d'or qu'ils portaient. Et évidemment, le fer météorique nous rappelle le fer qui vient du ciel. Le roi de France reçoit un sacrement particulier. Il guérit les écrouelles et assiste à la messe quotidienne. Il a le rang d'évêque et chanoine des basiliques de Latran à Rome et parfois de la basilique du Puy-en-Velay en France. Dans la Chine, le Japon, chez les Mésopotamiens et en Égypte, à Rome, l'établissement des calendriers, donc l'établissement du temps cosmique, relevait de la fonction royale pour la prospérité de l'agriculture et le rythme des fêtes sacrées, pour le bon ordre cosmique sur Terre. C'est cette fonction cosmique qu'assure le roi dans tous les types de sociétés, qu'elles soient nomades, sédentaires, rurales, citadines, marchandes ou guerrières, et qui ne préjuge pas du type de régime politique. David est roi d'un peuple de bergers. Le chef Inca est roi d'un régime très social. Le doge de Venise épouse rituellement la mère dans une société oligarchique marchande. L'ataman cosaque, que j'aime souvent citer, est démocratiquement élu par un peuple guerrier et peut être par ailleurs mis à mort lors d'une bataille qui se déroule mal. Pour plus de détails sur la symbolique cosmique des rois, je vous conseille le livre de Jean-Paul Roux, Le roi, mythe et symbole, édition de 1995. C'est précisément la reconnaissance d'une vérité philosophique qui est
Nous sommes tous issus de la même nature dont le Créateur est Dieu, qui unifie et assemble les membres de la cité classique. Ainsi, la justification des lois d'une telle société est extérieure à sa propre volonté. C'est précisément cette origine externe, la nature, et supérieure, le divin, qui rend ces lois légitimes. Cette conception politique s'appelle l'hétéronomie. Jean-Luc Chabot, dans son livre sur le nationalisme de la collection Que sais-je, page 14, nous dit « Les sociétés dites hétéronomes fonctionnent sur la base d'un système de valeurs découlant d'un principe qui leur est à la fois extérieur et supérieur. Ces sociétés constituées de manière hétéronome, de très loin les plus nombreuses dans le temps et dans l'espace, sont des sociétés fondées sur le fait religieux. Elles sont marquées par la transcendance de la divinité au regard de la vie humaine et de son organisation sociale. » On retrouve aussi exprimée la notion d'hétéronomie, c'est-à-dire de légitimité politique extérieure au régime, dans l'origine étrangère de la plupart des dynasties. En France gauloise, les deux premières dynasties, mérovingienne et carolingienne, sont franques, c'est-à-dire germaniques. En Russie, la dynastie des Riurikides est suédoise. En Angleterre, elle fut d'abord normande, puis hollandaise. En Hollande, elle est française, venant de la ville d'Orange. Au Portugal, elle est française capétienne. En Espagne, elle fut autrichienne, puis bourbonienne française avec le petit-fils de Louis XIV. Au royaume des deux Siciles, elle fut d'abord normande, puis bourbonienne d'Espagne. De même à Parme. En Italie, elle est savoyarde. En Grèce, elle est danoise. En Bulgarie, elle est allemande. De même en Roumanie. En Suède, elle est française, fondée par un général de Napoléon. En Norvège, elle est danoise. Au Mexique, elle fut autrichienne. En Chine, elle était souvent mongole. En Éthiopie, elle est hébraïque. Au Maroc, elle est arabe. La dynastie égyptienne des Ptolémées était macédonienne. Cette tradition des autorités dynastiques extérieures montre que les régimes classiques ne sont pas à proprement parler nationalistes, c'est-à-dire tournés sur elles-mêmes, secrétant ses lois et ses dynastes. Nous allons aborder maintenant un deuxième chapitre qui est la notion d'homme déchu. Dans les régimes classiques, la conception de l'humain est spécifique et plutôt, on pourrait dire, pessimiste. Les philosophies de l'homme, jusqu'à l'époque contemporaine, ont toujours développé une conception de l'humain comme un être déchu, un humain qui déchoit par rapport à son modèle d'origine, à son état de nature. On retrouve cette notion dans la Bible lorsque Adama, mâle et femelle, est chassé de l'état paradisiaque et qu'il reste marqué du péché originel. Chez les Grecs classiques, l'homme qui participait au banquet des dieux est enfermé dans une caverne suite à son incarnation, d'où il n'entraperçoit le monde réel qu'à travers des ombres. Dans la Chine, où règne une culture beaucoup plus tranchée, on pourrait dire binaire, Sun Tzu, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous dit « La nature de l'homme est mauvaise, sa bonté est culture acquise. » L'origine de cette chute est à chercher dans la liberté. Cette liberté chez les classiques n'est pas la même que la liberté des modernes. Elle ne consiste pas à n'obéir à personne d'autre qu'à soi-même, affirmant ni Dieu ni maître. Cette liberté classique n'est pas dans la capacité d'agir à sa guise. La liberté consiste à n'être pas empêché de suivre sa condition humaine. Pour les classiques, effectivement, la liberté n'est pas à conquérir. Il ne s'agit pas de se libérer des chaînes de l'obscurantisme, car la liberté fait partie de la condition humaine. C'est une condition du droit naturel offerte par le Créateur à l'homme raisonnable. C'est le libre arbitre qui permet à chaque humain, individuellement, de faire le bien en suivant la règle morale naturelle ou de faire le mal en suivant certains de ses mauvais penchants. C'est pourquoi, classiquement, l'humain n'est pas vu comme un bon sauvage dévoyé par la société, victime des injustices sociétales qui le poussent à faire le mal et qui, grâce à la révolution moderne, va connaître un progrès moral infini. Cette vision d'un progrès moral cumulatif fut théorisée par Condorcet dans Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain qu'il fit publier en 1793, juste avant de se faire décapiter par la Révolution qu'il avait vue pourtant comme l'instrument de ce progrès. Ce progrès moral moderne est cumulatif et parallèle au progrès des sciences et techniques. Non,
Le philosophe classique voit l'humain comme un individu responsable qui, à chaque génération, chaque jour de sa vie, doit utiliser sa liberté pour rejouer en son fort intérieur et dans son existence le combat entre le bien et le mal. Ce n'est pas pour autant que l'humain est mauvais, malgré ce qu'affirme Hun Tzu, d'une manière binaire. Mais l'humain est marqué par une tendance à ne pas obéir aux injonctions morales et par conséquent parfois à choisir le mal. Et ce n'est pas parce que les cultures classiques ont formalisé le bien à travers leur institution spirituelle que leurs membres étaient meilleurs. Simplement, ils avaient un modèle formalisé par des instances intellectuelles, théologiques et artistiques et mis en œuvre politiquement. Et ils étaient rappelés à s'améliorer en toute conscience. C'est pourquoi la vie des humains, qui est naturellement politique et où était mis en œuvre le bien commun, l'entraînait à s'améliorer, individuellement. Pour cela, l'homme a besoin d'un entraînement, c'est l'autorité. Et voici que nous abordons le 3e chapitre, l'autorité. Le mot autorité dérive de la racine indo-européenne og, exprimant l'idée d'augmenter, de faire croître. On la retrouve dans le grec oxo, augmenter, dans le latin augere, faire croître, augmenter, développer, dans le mot latin aussi augustus, saint, consacré, majestueux, vénérable, Auguste. Le mois d'août du nom de l'empereur Auguste correspond au moment de la croissance des végétaux. On retrouve le mot auctor, auteur, fondateur, promoteur, créateur, et cette notion dans auctoritas, l'autorité. Par exemple, la phrase suivante utilise exclusivement la même racine indo-européenne og. Un régime de rectitude a pour but de faire régner le roi rigoureusement dans les règles. Et vous voyez que le même mot a pu comme ça se répandre. Dans Rome, l'auctoritas est moins qu'un ordre et plus qu'un conseil. C'est un conseil qu'on peut malaisément se dispenser de suivre, comme celui donné par l'homme de métier aux profanes, par le chef de parti parlementaire aux membres de son groupe, nous explique Mommsen dans Le droit public romain. L'autorité est donc une forme d'injonction. Ainsi, dans l'autorité, il existe l'idée d'une puissance créatrice, qui fait croître, qui fait progresser. L'autorité classique a pour finalité de faire croître les humains à travers l'exercice des vertus. Confucius, ce chinois vers 500 avant Jésus-Christ, dans son Ta Yo, grande étude, nous raconte quelque chose d'étonnant. Depuis l'homme le plus élevé en dignité, jusqu'au plus humble et plus obscur, devoir égal pour tous, corriger et améliorer sa personne. Le perfectionnement de soi-même est la base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral. Les anciens princes qui désiraient développer et remettre en lumière dans leurs états le principe lumineux de la raison que nous recevons du ciel s'attachaient auparavant à bien gouverner leur royaume. Pour Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, nous dit « Si donc, parmi ce qu'on peut faire, existe une fin que nous voulions pour elle-même, et si nous choisissons tout le reste en vue d'elle, il est évident que ce peut être là le bien et même le souverain bien. » Aristote explique que ce souverain bien est le bonheur, car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais pour autre chose. Il est un principe, c'est pour le bonheur que nous faisons tout le reste. Le bonheur est donc une activité de l'âme conforme à la vertu parfaite. L'homme d'État authentique passe pour y consacrer l'essentiel de ses efforts. Il veut faire de ses concitoyens de bons citoyens. Ainsi, l'homme d'État doit étudier l'âme. Et voilà nos politiciens transformés par Aristote, le ponte de la raison en théologien. Puis Aristote passe en revue les vertus et arrive à la justice, qui est un raccourci de toutes les vertus. Elle est parfaite, parce que celui qui la possède peut exercer la vertu aussi envers autrui et pas seulement envers lui-même. En un sens, nous appelons juste ce qui produit et conserve le bonheur pour la communauté politique. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, le philosophe médiéval de la raison, dans son livre De Regno, nous confirme « La fin ultime d'une multitude rassemblée en société est de vivre selon la vertu. Une vie bonne étant une vie selon la vertu, la vie vertueuse est donc la fin du rassemblement des hommes en société. » Aristote avait précisé aussi que la paix est nécessaire pour l'exercice de la vertu.
Toutefois, nous dit-il, si l'unité même de l'homme est l'effet de la nature, l'unité de la multitude, que l'on nomme la paix, doit être procurée par les soins du souverain. Trois sages philosophes, Confucius, Aristote, Thomas d'Aquin, de cultures et de traditions différentes, disent la même chose concernant la finalité du politique. Vertu, paix, justice. Toutes trois valeurs essentielles de la morale. Nous admettons que cette finalité politique est différente de celle des modernes, qui est la liberté, l'égalité, la consommation, la dictature d'une catégorie de la société, prolétaire bourgeois. La grandeur de la nation, la création d'un surhomme, voire, par exemple, la prochaine conférence où je développerai ces notions. Or, si la vertu s'exerce par les personnes à travers la communauté, la paix est procurée par l'autorité publique, comme vient de le préciser Aristote. La paix entre deux personnes qui se querellent vient habituellement d'une tierce personne, policier ou juge de paix extérieur. L'autorité chez les classiques n'est pas le pouvoir des modernes, qui est un droit humain positif et qui est ce qu'on appelle le monopole de la force. En effet, l'autorité, qui n'est donc pas le pouvoir, consiste à guider, à diriger les hommes vers leur fin, qui est le bonheur, en faisant augmenter leurs vertus dans le cadre du bien commun, dans un cadre pacifié garanti par l'autorité même. L'autorité fédère donc la collaboration morale de tous. On peut aller plus loin concernant la notion de bien commun des régimes classiques. Si les vertus, la paix et la justice sont recherchées par l'autorité, ce qui ne veut pas dire que ce soit toujours avec succès, puisque l'homme est déchu. Ces valeurs ne sont pas la finalité ultime, mais uniquement une finalité intermédiaire. Effectivement, la finalité ultime est le salut des humains individuellement et collectivement, ce en quoi l'autorité classique est à but transcendantal. Garantir un contexte matériel et moral qui permette à chacun de sauver son âme. Le juriste Guy Auger, dans son ouvrage « Qu'est-ce que la monarchie ?» de 1992, pose la question « Qu'est-ce que la monarchie ?» en première approximation. Il faut prendre la monarchie comme l'essence du régime classique. C'est, répond-il, substantiellement ce régime qui légitime son autorité sur une transcendance, sur la primauté du spirituel. C'est l'une des raisons qui justifie les critiques de ceux qui ne se sentant pas doués d'une âme, ou qui ne veulent pas l'améliorer, ou qui veulent plutôt jouir sans entrave, de critiquer l'autorité classique. Ils préfèrent un pouvoir amoral. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, aussi tyrannique soit-il, comme on le verra dans la conférence suivante, mais qui ne leur rappelle pas leur devoir moral, qui est « fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse », beaucoup plus exigeant, car ne reposant pas sur la contrainte, mais sur la conscience. L'autorité dont nous parlons est forcément bienveillante et respectée par les personnes sur lesquelles elle s'exerce. Un parent qui ne serait pas bienveillant vis-à-vis de ses enfants perdrait son autorité et ne serait plus respecté. Et d'ailleurs, si l'autorité n'est pas bienveillante, elle est, rappelez-vous, une tyrannie. La philosophe Hannah Arendt, dans La crise de la culture de 1954, nous explique: l'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Il s'agit de cette liberté qui est naturelle à la condition humaine, le libre arbitre, notre conscience. Inversement, le sociologue Augustin Cochin, mort trop jeune en 1916, dans La Révolution et la libre pensée de 1924, nous confirme. Le pouvoir sans autorité, c'est-à-dire l'obéissance sans respect, c'est la définition même de l'oppression morale, et donc de la misère morale qui atteint l'homme moderne. Voltaire, lui aussi dans le siècle de Louis XIV, justifie: un roi absolu ne peut vouloir que la grandeur et la prospérité de son État, parce qu'elle est la sienne propre, parce que tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se tromper sur le choix des moyens, mais il n'est pas dans la nature qu'il veuille le mal de son royaume. Par ailleurs, l'autorité est souveraine,
Classiquement, l'autorité est perçue comme étant souveraine, c'est-à-dire suprême. Dans le domaine politique, paix et justice, l'autorité est souveraine car elle est le dernier recours. Sa décision ne doit pas faire débat au risque de perturber la paix et la justice. Elle est souveraine car non divisée, aucune autre instance supérieure à elle ne pouvant contredire la décision finale de l'autorité souveraine. Car une autorité divisée n'est plus une autorité. En France, on disait que le roi était empereur en son royaume. Dans certains cas, l'autorité est absolue, comme pour la France du XVIe, XVIIe siècle et XVIIIe. Absolu vient de ab, sans, et solution, le lien. Un pouvoir sans lien. On retrouve le terme dans le sacrement de l'absolution, qui consiste à délier, les pécheurs de leur faute. Un pouvoir absolu n'est pas lié à un groupe de pression, mais c'est un régime où l'autorité prend une décision souveraine, sans lien ni pression. L'inverse des pouvoirs modernes, où toute décision est liée à un groupe de pression, que ce soit un parti politique, un lobby économique ou financier, une classe sociale, un sondage, des médias, un groupe de pression secret, une majorité de députés au Parlement, une majorité de bulletins exprimés. Une autorité est toujours limitée dans le cadre d'un régime classique. Hannah Arendt nous le précise, la source de l'autorité dans un gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir qui est le sien. C'est toujours de cette source, de cette force extérieure qui transcende le domaine politique que les autorités tirent leur autorité, c'est-à-dire leur légitimité, et celle-ci peut borner leur pouvoir. C'est précisément l'hétéronomie qui fournit les limites du pouvoir des autorités classiques. L'inspiration morale et ou divine des lois qui est d'une origine supérieure et intransgressible pose les bornes de l'autorité et de ses possibilités d'action, garantissant la sécurité physique et morale des membres de la société classique, puisque l'autorité doit être la première à respecter les vertus qu'elle impose, sauf si cette autorité suit les conseils de Machiavel, mais dans ce cas-là, cette autorité est moderne. En Chine, depuis l'Antiquité, tout commence, tout comme chez les Grecs. Chu Hi, disciple de Confucius, cite un ancien texte, le Kang Kao. Le mandat du ciel qui donne la souveraineté à un homme ne la lui confère pas pour toujours. Et il commente en précisant. En pratiquant le bien et la justice, on obtient le mandat du ciel. En pratiquant le mal et l'injustice, on le perd. Par ailleurs, toute autorité, aussi souveraine et absolue soit-elle, est limitée aussi par les institutions. Car les institutions existent toujours, ne serait-ce que pour définir le mode de fonctionnement de cette autorité. Et il n'est pas possible de les bousculer, au risque de bousculer l'autorité elle-même. Ces institutions étant stables, gage de la stabilité de l'autorité, ayant fait leur preuve dans le temps, elles sont l'expression politique du droit naturel, ce qui leur donne le caractère légitime. C'est par ces institutions qu'une autorité souveraine est dite tempérée. Ainsi, l'autorité n'est pas arbitraire, puisque assujettie à la loi divine, à la loi naturelle, aux coutumes préexistantes et aux institutions qui encadrent le pouvoir de l'autorité. Un pouvoir souverain est absolu, et donc limité, comme l'illustre la situation des rois de France qui ne peuvent prendre une décision qu'en leur conseil. Décision encadrée par l'autorité morale, notamment la condamnation morale éventuellement de l'Église. Décision vérifiée par les parlements locaux et les parlements de justice qui s'assurent de sa conformité par rapport aux coutumes. Il s'agit là de 4 niveaux de contrôle et limites. Dans la 4e conférence, nous verrons en détail plus d'institutions. Les institutions de conseil, typiques des régimes classiques, proposent donc des conseils à la direction. Alors que dans les régimes modernes d'opposition, l'autorité est combattue ou contrôlée par une autre autorité ou par une opposition. On voit donc la différence entre conseil et opposition. Par ces structures mêmes, la monarchie exclut tout ce qui peut ressembler à la tyrannie. Et oui, malgré ce qu'on a pu vous raconter à l'école communale et au collège, c'est exactement le contraire. Le pouvoir des tyrans est incapable de durer. Le tyran qui est sans caractère sacré a d'autant plus besoin de tyrannie en s'identifiant à la masse, en flattant, en conquérant.
C'est toute la problématique de la dynastie des Bonaparte et des partis fascistes, que de pouvoir se maintenir qu'à travers la conquête permanente. Paradoxalement, la légitimité du tyran est la terre à conquérir, celle du roi est le ciel. Le pouvoir d'un dirigeant classique a quelque chose d'impersonnel, car il est chargé d'appliquer des normes qu'il n'a pas établies. C'est cette dépersonnalisation qui est à l'origine de la notion d'État, et on pourrait même dire de la création d'État. Lorsque l'autorité intègre au mieux la notion de bien commun, le monarque ne remplit plus qu'une fonction, il devient le premier serviteur de l'État. Nous développerons ce propos dans la 4e conférence. Ainsi, le régime classique est autoritaire, et c'est parce que le régime classique est autoritaire qu'il n'est pas totalitaire. Cette différence est probablement la plus importante entre le fonctionnement des deux types de régimes. L'un fonctionne sur l'autorité, comme nous venons de la définir, l'autre repose sur le pouvoir, exerçant son monopole violent sur la totalité des aspects de la société, comme nous le développerons dans la 3e conférence, donc la suivante. Relevons que là réside le problème du régime classique pour un moderne, qui n'admet aucune autorité, ni divine, ni naturelle, ni morale, ni politique, ni sociale, et qui ambitionne d'être son propre maître. Effectivement, cet homme moderne a de quoi critiquer l'autorité du régime classique. Dans les régimes classiques, il existe aussi un élément très important que nous développons dans ce 4e chapitre. C'est l'analogie. Il existe donc une analogie parlante et usuelle qui est celle du corps social et politique vu comme un corps humain. Donc le corps humain serait l'analogie, donc ce qui serait analogue au corps social et politique. Ce dernier, le corps humain, est composé de divers organes qui fonctionnent séparément, mais en symbiose. Ils sont tous différents, hiérarchisés, mais tous nécessaires. Les organes internes fonctionnent d'une manière indépendante, représentant les communautés composant la société, mais reliés les uns aux autres d'une façon vivante. La tête est le gouvernement qui initie l'action autoritairement et qui prend les décisions pour l'intérêt général du corps, sa santé et son bonheur. Dans cette analogie, on constate que les organes du corps ne dictent pas leur volonté à la tête. C'est à l'autorité de décider des actions, éventuellement en tenant compte de l'état de ces organes, au risque de voir certains tomber malades. Il s'agit donc d'un corps vivant et non d'un corps social zombifié par l'état organique moderne. Louis XIV, dans Mémoire pour l'instruction du Dauphin de 1661, précise à son successeur « Car enfin, mon fils, nous devons considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre. Il semble qu'ils fassent une partie de nous, puisque nous sommes la tête d'un corps dont ils sont les membres. » Cette analogie, qui exprime si bien le mode de fonctionnement des régimes classiques, montre les limites démocratiques de l'être social d'ancien régime. Autant les organes vitaux prennent leurs décisions sans ordre ni autorisation de la tête. L'estomac, le cœur, le foie, la rate, les défenses immunitaires ont leur propre cerveau. Autant ces organes ne dictent pas leurs désirs à la tête, sauf à se mettre en grève, en tombant malade, au cas où la tête aurait pris des décisions irréalistes, aberrantes ou tout simplement injustes. Nous allons aborder maintenant une nouvelle notion qui sont les communautés. Avant d'être une société, c'est-à-dire un ensemble humain moderne massifié, tel que nous le développerons dans la 3e conférence, ensemble humain moderne unifié et dont les comportements sont étudiés et provoqués par un gouvernement, les États étaient composés de communautés. Les communautés donc étaient issues des communautés rurales du néolithique, familles larges, d'une vingtaine de personnes à 50 personnes, comme chez les Bochiman d'Afrique. Ces communautés étaient probablement héritières des communautés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Donc on voit que la communauté préexiste à l'État, au royaume, à la culture, à la religion. C'est la base de la société humaine et c'est ce qui fait que l'homme est naturellement un animal politique, comme nous disait Aristote. Ces communautés ont donné les communautés agricoles du Moyen-Âge qui ont parfois subsisté jusqu'au XVIIe siècle. Ce qu'on appelait les frérèches, les comparseries, qui étaient donc une gestion d'un territoire en communauté, en indivision. À partir du haut Moyen-Âge, les communautés se sont différenciées en divers groupes à finalité spécifique.
famille large exploitant en indivision une terre, dynastie féodale, dynastie bourgeoise, confrérie religieuse pour le culte d'un saint local ou pour s'assurer d'un enterrement, fabrique d'une paroisse pour la construction et l'entretien d'une église, communauté monastique, corporation artisanale des bourgs, guildes de marchands, syndic d'hôtel-dieu, donc l'hôpital public, compagnie d'officiers syndicats de gestion de l'eau d'arrosage, par exemple notamment dans les pays du sud méditerranéen. Les communautés politiques des villages, syndics ruraux et des villes, consulats urbains, pour l'entretien des routes, des murailles, des fontaines, des écoles. On voit donc que les sociétés s'organisaient d'elles-mêmes sans autorité. Au niveau de la base, ce n'est pas nécessaire. Il y avait aussi l'ordre des avocats, qu'on appelait la basoche, des médecins, les ordres de l'université, les académies littéraires qu'il y avait dans toutes les provinces. Toutes ces communautés se sont dotées de statuts et règlements avec pouvoir de sanction d'une manière indépendante, sans en référer à l'autorité gouvernementale supérieure. Parfois même, elles préexistent au gouvernement. Elles ont des lois, ce qu'on appelle les coutumes, appelées aussi privilèges, parce que ce sont des lois privées qui les concernent elles uniquement. Elles ont des langues, des traditions différentes. Toutes ces communautés forment les corps intermédiaires entre l'individu, qui n'existe pas vraiment en tant qu'être public, et le politique, qui gère le bien commun supérieur. Ces corps intermédiaires sont d'organisation spontanée, liés au réel et la nécessité d'organiser la vie bonne. Les corps intermédiaires forment véritablement les rouages de la société. Dans les temps anciens, la notion de bien commun se mettait en place dans ces corps intermédiaires, qui relevaient de l'espace privé pourtant. Ce n'était pas la notion publique gérée par l'autorité. Seuls les corps intermédiaires étaient susceptibles de mettre en œuvre d'ailleurs des règlements positifs, définissant d'une manière technique ce qu'il y avait à faire, comme dans les corporations de métiers, où la qualité du travail était définie, les salaires et les prix fixés sans possibilité de concurrence. Il n'y avait pas une société, mais des sociétés petites où la courbe statistique massifiée n'écrasait pas encore les personnalités. Le domaine public se réservait les droits régaliens, c'est-à-dire l'armée et les relations diplomatiques, la justice et la morale, et son expression à travers donc effectivement la justice. Et par la suite, la monnaie. Ces communautés se sont constituées naturellement. Elles ont traversé les générations. D'autre part, elles se sont organisées en tenant compte des nécessités en vue d'une vie commune bonne. On peut donc considérer qu'elles sont l'expression politique du droit naturel, notamment parce que leur organisation s'est mise en place progressivement, répondant à des nécessités, et que le temps a légitimé leur fonctionnement juste. Leur fonctionnement n'est jamais sorti de la tête d'un penseur ou d'un contrat social. Le fonctionnement des communautés composant la société, et par conséquent l'ensemble du fonctionnement sociétal, repose d'abord sur l'usage, qui après avoir fait les preuves de son efficacité se transforme en droit coutumier. C'est la jurisprudence, ce qu'on appelle la tradition. Et la tradition, c'est le prolongement de ce qui a fonctionné, et ceci, quelle que soit la forme des régimes politiques classiques. Le respect que l'autorité étatique a montré pour le fonctionnement traditionnel des communautés est la marque des régimes classiques. Certains pourraient y voir l'expression du manque de moyens pour la mise en place d'une bureaucratie efficace et centralisatrice. Plus sérieusement, c'est parce que ce type de fonctionnement sociétal libre incarne concrètement le droit naturel en vue du bien commun que les régimes classiques le respectèrent. On appelle ce mode de fonctionnement délocalisé d'expression démocratique la subsidiarité. La subsidiarité est la prise de décision et son application au niveau politique le plus près de l'action, par les personnes concernées. Il s'agit d'une démocratie locale et souveraine. L'échelon inférieur ne s'en remet à l'échelon supérieur que lorsque la décision à prendre dépasse sa compétence. Gérer les rivières relève du local. Prendre des décisions pour gérer les crues des fleuves relève du provincial ou du national. Décider à quel âge un enfant doit être scolarisé relève du familial et non du domaine étatique. L'État ne pouvant que fixer un cadre, rappelant aux parents que l'éducation est un devoir parental qui relève du droit naturel. Éducation qui par contre relève naturellement que de la famille. Aristote, dans son ouvrage Les Politiques, est à l'origine de la notion de subsidiarité. Lorsqu'il décrit une société organique, la cité,
au sein de laquelle s'emboîtent hiérarchiquement les groupes famille, village, cité. Chacun de ces groupes essayant d'être autosuffisant. Tout échelon supérieur s'interdisant de réaliser lui-même ce qu'un échelon inférieur peut faire seul. C'est en somme la recherche du niveau hiérarchique pertinent où doit être conçue une action publique. Dans son encyclique Quadragesimo Anno de 1931, le pape Pie XI définit le principe de subsidiarité comme un principe important de la doctrine sociale de l'Église. On ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens. Ainsi, ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une communauté plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber. Ainsi, les autorités supérieures ne doivent-elles se mettre en attitude d'aide, subsidium, de soutien, de promotion, de développement par rapport aux corps sociaux inférieurs. C'est, je vous le rappelle, le propre de l'autorité, faire croître, faire grandir. Petit détail, l'article 5A de la Constitution de la Confédération helvétique précise « L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. » Nous allons maintenant aborder le dernier paragraphe de cette conférence, c'est la société d'ordre. Cette société de communauté, où règne la subsidiarité, sous un aspect de démocratie directe, n'est pas pour autant une société utopique de bisounours. Effectivement, il n'y a que l'apparence de démocratie, car nulle part la société, ou si vous préférez la nation, n'est constituée en corps social, avec une participation au système décisionnel. Prenons le cas de la France, le roi, seul le roi, il représentait le corps de la nation. Et ainsi, dans les régimes classiques, l'autorité seule est le corps de la nation qui représente l'intérêt collectif, le bien commun des différents peuples et différentes classes sociales. Dans la vision classique, ce n'est pas la société qui s'autogère, mais des corps constitués suivant leur spécialité. Effectivement, on considère qu'un charpentier qui possède une maîtrise peut participer aux décisions de son corps de métier, car par son expérience concrète, il en est expert. Mais ce même charpentier est considéré comme n'ayant aucune compétence pour gérer l'ensemble des questions politiques de son pays. Ainsi, chacun dans sa spécialité agit au sein de son ordre, et cet ordre participe à la gestion des affaires publiques dans son domaine de compétence. Ainsi, la société classique est une société d'ordre. Ce mot est à prendre à deux niveaux. Tout d'abord, c'est une société qui s'inscrit dans l'ordre cosmique, comme nous l'avons vu à travers son hétéronomie. Platon, dans son livre République, chapitre 9, nous dit « Il y a peut-être un modèle dans le ciel pour qui veut le contempler et régler sur lui son gouvernement. » Or, le cosmos est un univers qui, à l'échelle humaine, semble organisé en un tout hiérarchisé et immuable, où lorsqu'il y a mouvement, ce dernier est répétitif, s'inscrivant dans un tout supérieur. Ainsi doit-il en être de la société qui n'a pas pour but la recherche du changement et la quête du progrès, mais au contraire recherche la perpétuation du même. Le chancelier d'Aguesseau, du XVIIIe siècle, qui était pourtant lui-même un réformateur, proclamait « Tout changement est dangereux ». Cet ordre social s'exprime par la hiérarchie, reflet de la hiérarchie stellaire. On l'a vu, l'autorité, la hiérarchie donc des étoiles, on l'a vu, l'autorité trône entourée d'une cour comme Dieu, ou le soleil trône souverainement dans le ciel entouré d'une cour de planètes et d'entités célestes. Chacun est à sa place dans la société comme dans le ciel et doit tenir sa place. Ainsi, les gens naissent et restent à leur place, prolongeant l'état et le statut de leurs parents, tel Molière qui œuvra à la suite de son père comme tapissier du roi, avant d'être écrivain. Les individus se définissent avant tout par leur statut, laboureurs, artisans, commerçants, marchands, militaires, ecclésiastiques, etc. Le statut est une protection sociale, dans le sens où l'enfant a au moins une place sociale réservée. Mais le statut n'est pas une caste étanche.
Vous pouvez abandonner votre statut. Cette vision cosmique permet, elle aussi, d'envisager l'existence de personnages talentueux qui, comme des étoiles filantes et des comètes venant de loin, traversent toutes les strates hiérarchiques du ciel pour venir briller dans l'espace. Prenons l'exemple de Lully, venu d'un petit village italien pour aboutir musicien royal auprès du roi Soleil. Hannah Arendt, dans Qu'est-ce que l'autorité de son ouvrage La crise de la culture, 1954, nous dit « Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. » Je répète, face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. En effet, par la subsidiarité, les strates de compétences ascendantes de la base au sommet et par l'autorité descendante du sommet à la base, hiérarchisent la société classique. Évidemment, ce modèle hiérarchique et autoritaire n'est pas du goût de tous. Ce modèle peut avoir un aspect esthétique, on va dire, comme un ciel étoilé, et qui peut en avoir l'apparence statique, n'est pas toujours du goût des personnalités fortes, indépendantes et ambitieuses. Par ailleurs, les systèmes autoritaires ont tendance à rappeler à l'ordre les individus, exactement comme l'autorité des parents, naturellement, remet dans l'ordre, dans le droit chemin, les enfants qu'elle éduque. Fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi droit, mange ta soupe. Est-ce à dire que le système autoritaire infantilise les membres de la société ? Certains le pensent, tels par exemple les libertins de la Régence au début du XVIIIe siècle, les philosophes de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les 48ards qui se plaignaient de la morale chrétienne au XIXe siècle, les 68ards qui se plaignaient de la contrainte de l'autorité d'après-guerre au XXe siècle. L'indépendant, ou l'être autonome, n'aime pas qu'on lui rappelle la morale limitative. Mais plus probablement, c'est du fait que les régimes classiques n'infantilisent pas assez les individus, ne les prenant pas suffisamment en charge et leur rappelant trop l'enjeu de leurs choix moraux, qu'ils furent finalement rejetés par les individus modernes, agrégés en société, qui préfèrent marcher au pas, comme dans un camp de Komsomol, de Hitlerjugend ou dans un Disneyland. Même si le prix d'entrée de ces colonies de vacances égalitaires est d'accepter le pouvoir contraignant. Ainsi donc, durant des millénaires sur l'étendue de la Terre où se développèrent des sociétés organisées, les régimes politiques classiques ont utilisé les principes du droit naturel pour offrir un cadre d'épanouissement aux citoyens. Ce cadre reposait sur une autorité justifiée par une puissance extérieure et supérieure à elle-même, la nature et le divin. La légitimité de cette autorité était proportionnelle à sa capacité de mettre en œuvre une politique de justice et de développement des vertus dans l'intérêt du bien commun et du salut transcendantal de chaque individu. L'individu moderne, émergent, l'égotisme orgueilleux et les promesses d'hédonisme ne pouvaient continuer à tolérer de tels principes politiques qui imposaient à chacun plus de devoirs qu'ils ne défendaient de droits, et où la liberté était principalement celle du choix moral de la conscience. C'est pourquoi, au XIXe et XXe siècle, l'ensemble des régimes classiques firent place, de gré ou de force, au régime moderne, dont nous étudierons la structure au prochain épisode. Merci pour votre attention et au prochain épisode. Au revoir. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo. Partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France. Vive Dieu et vive le roi, nos espérances.